Bonjour tout le monde. Merci beaucoup à l'Association pulmonaire du Québec qui m'a demandé de faire une autre présentation avec eux. Donc, mon nom, c'est Judith. Je suis une allothérapeute pour la clinique de santé respiratoire des Sommets. Je travaille pour eux depuis 2019. Je commence à avoir de l'expérience un petit peu là, sous la cravate. On va faire la rencontre aujourd'hui pour, en fait, on m'a demandé de démystifier l'apnée du sommeil. Donc, aujourd'hui, pour démystifier, on va passer par plusieurs étapes. Le premier, ça va être de différencier les différents tests, l'interprétation des résultats. Par la suite, on va vraiment parler de l'apnée et ses traitements. Pour combien de temps le traitement? Et on va passer à la période de questions. Donc, les différents tests. En fait, il y a plusieurs tests qu'on va faire pour l'apnée du sommeil et pour autres pathologies du sommeil également. On va avoir en premier lieu la saturométrie nocturne, la polygraphie cardio-respiratoire du sommeil qu'on va appeler la PCRS, qui est dans le fond le test qu'on va faire à la maison. Et on va avoir la polysomnographie qu'on appelle la PSG. En fait, c'est celui qui va se faire en laboratoire. Donc, on va commencer par la saturométrie nocturne. C'est un capteur qui va regarder la fréquence cardiaque et l'oxygène dans le sang. En théorie, avec l'apnée du sommeil, il va y avoir des cycles, des fluctuations du taux d'oxygène vraiment de façon cyclique. Ça va revenir très, très, très souvent. Le seul problème avec ce test-là, c'est qu'il ne permet pas de prédire la nature du pourquoi qu'il y a eu une désaturation. Donc, est-ce que c'était parce qu'il y avait un autre problème pulmonaire? Est-ce que c'était une apnée obstructive, une apnée centrale, une hypopnée? Donc, on est incapable de voir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va commencer à dire que c'est un examen de dépistage et non de diagnostic. Donc, souvent à l'hôpital, quand que les infirmières, vous êtes hospitalisés, ils voient que ça va pas bien la nuit, ils peuvent commencer par faire un examen de dépistage, donc de saturométrie nocturne, et dépendamment de ce qui va être vu, le pneumologue va décider s'il va aller plus loin ou pas. Donc, c'est une aide aussi précieuse qu'on va se servir pour voir si un patient qui est traité, est-ce que son oxygène est redevenu normal ou pas. Si vous remarquez bien l'image, il y a une montre aussi. Dans le fond, les montres intelligentes peuvent servir de saturométrie entre guillemets. Fait que ça ne nous permet pas de voir est-ce que la personne a dormi ou pas. Fait que c'est très, très flou comme test, là. C'est pas mieux qu'une montre intelligente finalement. La polygraphie cardio-respiratoire du sommeil, donc un petit peu comme le précédent test, on va voir le capteur de fréquence cardiaque et le capteur pour l'oxygène. On va avoir le capteur qui est nasal et oronasal. Je sais que sur l'image, on ne le voit pas, mais c'est vraiment la partie là. Je ne sais pas si on voit mon petit bonhomme ici, mais on voit vraiment une canule qui va aller du nez à la bouche. Fait qu'on va vraiment être capable de voir le débit d'air qui rentre et qui sort de la personne finalement. Les bandes qui vont se mettre autour de la personne qui dort, on va être capable de mesurer les mouvements respiratoires. Donc, on va voir les muscles aussi. Est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils ne travaillent pas, tout ça. On va voir le ronflement par la petite canule qui est proche de la bouche. Donc, les gens, quand ils se mettent à ronfler, il y a une vibration qui va être captée par le capteur. Donc, on va vraiment être capable de le mesurer. On va voir également la position. Donc, dans l'appareil même, il y a un niveau qui se fait de façon électronique. Donc, on est capable de savoir, êtes-vous sur le dos, sur le ventre, côté droite, côté gauche, ce qui va nous permettre d'avoir un global aussi de c'est quoi que vous faites. Bougez-vous beaucoup dans la nuit ou faites-vous le pogo, comme j'appelle, de toujours tourner dans le même bar ou finalement, c'est pas si pire que ça. Il y a quand même des limitations avec ce genre de test-là. En fait, on va voir que on ne peut pas voir, en fait, si la personne endort ou pas. La personne pourrait être littéralement en train de méditer toute la nuit, puis on ne serait pas capable de voir si la personne ronflait pour vrai parce que
il n'y a pas de supervision, puis on n'est pas branché directement sur le cerveau. Fait que c'est pas possible de voir si la personne dort. Bon, c'est sûr que si vous arrêtez 44 fois de respirer à toutes les heures, puis qu'on voit que vous ronflez, probablement qu'on peut se dire que vous dormez. Mais autrement, je ne peux pas être en mesure de vous dire dans quel stade de sommeil que vous êtes, etc. Ce que ça va ressembler à nos écrans, ça va ressembler un peu à ça ici. Donc, si je prends mon petit pointeur laser, on va voir vraiment le taux d'oxygène qui va être sur la première ligne, les ronflements, puis souvent, il va y avoir des encadrés qui vont nous montrer des moments où est-ce que la personne ronflait un petit peu plus fort. On va voir vraiment le flux, donc l'inspiration, l'expiration qui va être fait par la personne. La même chose pour les bandes thoraciques. Donc, on voit les muscles, là, ils rentrent, ils font rentrer de l'air puis en font sortir. Et on a la fréquence cardiaque qui fluctue ou qui pourrait être très, très stable. Et on a la position du corps. Donc, la personne, pour cette image-là, était sur le côté gauche. Donc, on est capable vraiment de voir. S'il y avait eu des apnées, bon, il y aurait eu plus de couleurs que ça, mais ça peut changer d'une slide des parcelles de nuit à l'autre. Par la suite, on a la polysomnographie qui, encore une fois, a les mêmes choses qu'on va voir que les précédentes, donc le capteur de pouls, saturation nasale, tout ça, mais on va avoir encore plus de détails parce que là, on va avoir l'encéphalogramme. Donc, on va vraiment là, avoir l'activité du cerveau. Fait qu'on est capable de voir dans quel stade vous êtes. Est-ce que vous changez de stade trop souvent? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre nuit? On va aussi avoir l'électro-oculogramme, donc le EOG. C'est le petit capteur, en fait, qui va être proche des yeux ici. Donc, on est capable de voir là, si la personne, ses yeux, est-ce qu'ils sont plus calmes ou est-ce qu'ils sont super rapides pour déterminer, encore une fois, certains cycles de sommeil. On va avoir l'électromyogramme, donc l'activité des muscles de certains membres, donc surtout les jambes et le menton. Les jambes, on ne les voit pas sur mon petit dessin, mais on voit vraiment les capteurs au niveau du menton. Donc, si vous faites, par exemple, du bruxisme, donc, ou que vous serrez des dents, vous grincez des dents, on va être capable de le mesurer. Et les jambes, c'est surtout parce qu'il peut y avoir un syndrome qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. Donc, ça prend des capteurs pour être capable de le quantifier. Donc, c'est un examen qui est supervisé parce que clairement, vous n'êtes pas capable de brancher tout ça à la maison. Là, ça serait beaucoup trop compliqué. Donc, pour rebrancher tout ça. Et dans certains hôpitaux, il va y avoir aussi l'option de pression transcutanée en CO2. Ça, c'est pour voir vraiment l'expiration, la quantité de CO2 que vous expirez. Est-ce qu'il est dans les normes ou pas? Euh, c'est sûr que ça a l'air très impressionnant. C'est un test qui est le plus complet. Donc, on va voir vraiment une tonne de pathologies avec ce test-là. C'est le plus stable, le plus fiable que nous avons actuellement. Mais vu le système de santé qui est assez engorgé, c'est pour ça que souvent, on a les tests à la maison quand on n'est pas mal sûr que c'est ce qu'on cherche là. Ça peut être tout aussi bien que la polysomnographie. La polysomno, en fait, ce que ça ressemble au graphique, ça va ressembler à ça ici. Donc, on a vraiment les ondes cérébrales, les jambes, la saturation. On voit là, si la personne a ronfle ou pas, les flux. Donc, il y a vraiment là beaucoup, beaucoup de choses. Puis, il y a même des petites photos de caméra, là, donc on est capable de voir que la personne adore. Bon, j'ai pas de volet de punch, là, c'est pas une personne en bris de confidentialité, c'est moi. Donc, oui, j'ai fait un test pour voir mon sommeil qui était un petit peu fluctuant. Donc, malheureusement, tout était négatif. Donc, ça n'expliquait pas mes problèmes d'insomnie. Mais c'est vraiment un test qui est très complet. On ne peut pas parler d'apnée du sommeil sans parler du cycle de sommeil. Habituellement, il y a des stades qu'il faut respecter et chaque stade est important et dans les bonnes proportions. Donc, souvent, le problème quand on fait une pathologie du sommeil, c'est que ces stades-là sont tout débalancés du fait qu'il y a une perturbation de la nuit, que ce soit pour l'apnée ou une autre pathologie. Donc, c'est vraiment important de toutes les avoir. Donc, on a le stade 1 qui se passe en fait entre l'éveil, après l'éveil, la somnolence, la relaxation, on s'installe dans le lit,
on va tomber par la suite en stade léger. C'est vraiment le pont là, entre l'éveil et le vrai sommeil. Souvent, les pensées vont vaciller là, entre le fait qu'on est conscient et inconscient, les mouvements du corps au complet vont ralentir et c'est là qu'on va commencer à avoir les muscles qui se relâchent, mais l'éveil est très, très, très facile dans ce stade-là. Souvent, les gens vont nous dire quand ils sont dans le sommeil léger: «Ah ben je dormais pas, j'entendais ce qui se passe». Oui, mais vous êtes semi-conscient. Donc, c'est pour ça que des fois, on a l'impression qu'on dort pas, en fait. Par la suite, on va tomber dans le stade 2, qui est le stade de sommeil lent. C'est là qu'on dit que c'est le vrai sommeil parce que l'électroencéphalogramme nous montre vraiment ce qu'on va appeler en fait des complexes K, qui est vraiment le complexe là, qui fait que là, on sait que vous dormez. Par la suite, on va tomber dans le stade 3, donc le sommeil lent profond. On dit que ce stade-là dure entre 5 et 20 de toute la durée de la nuit. Puis ça dépend de beaucoup de choses. La première, ben, de l'âge. Plus qu'on vieillit, plus que la durée peut être raccourcie. Puis il y a même des gens qui n'en auront pas de stade 3 parce que la nuit est tellement perturbée par soit des éveils ou par l'apnée ou autre pathologie, que là, le stade est complètement inexistant. Dans certaines littératures, ils vont parler de stade 4, mais dans les nouvelles littératures, ils nous disent vraiment que le stade 3 puis le stade 4, c'est pas mal la même chose, fait qu'ils remettent ça tout ensemble. Par la suite, on a, c'est ça, dans le stade 3, le sommeil est lent profond, mais c'est là qu'on va vraiment là, pas bouger, que le cerveau il est au ralenti. Le corps peut bouger un petit peu, là, mais c'est là qu'il va se régénérer vraiment. Là. Donc, tous les muscles, là, les efforts physiques vont être régénérés par le sommeil lent profond. Et évidemment, on a le sommeil REM, le sommeil paradoxal, qui est le stade où est-ce qu'on va rêver, bien que la majorité ne se souvienne pas de leurs rêves, malheureusement. C'est là que la gestion des émotions et de l'apprentissage va se faire au niveau du cerveau, donc qui est très, très, très important. Le corps est essentiellement paralysé, il peut bouger un petit peu, là, mais c'est là qu'on bouge le moins, en fait. Sauf à l'exception des yeux qui vont être très, très, très rapides, d'où le pourquoi qu'on met des capteurs au niveau des yeux pour justement être capable de dire que vous êtes en sommeil REM. Par la suite, on revient soit à l'éveil ou soit on recommence le cycle. Normalement, on fait de 3 à 4 cycles, dépendamment de la longueur du sommeil total pour vraiment avoir un sommeil réparateur. Donc, l'interprétation des résultats. Avant de parler des résultats, tout ça, il faut parler un petit peu du vocabulaire. C'est le vocabulaire que vous allez voir autant sur les rapports de l'analyse de votre nuit que les rapports de CPAP, tout ça. Donc, c'est vraiment important d'en parler. Évidemment, il y a l'apnée, qui est un arrêt du débit d'air pour un minimum de 10 secondes. C'est à ce moment-là qu'on va le catégoriser, là, un apnée. Il y a plusieurs sortes d'apnée. Il y a l'apnée qu'on appelle centrale, l'obstructive et la mixte, qui est en fait les deux ensemble. Ça va être une apnée centrale tout de suite suivie d'une apnée obstructive. Donc, ce sont vraiment les deux collés ensemble. Ça a vraiment, c'est pour ça qu'on l'appelle mixte, en fait. On va parler aussi d'hypopnée. Une hypopnée, c'est une réduction du débit d'air. Pour qu'on puisse le quantifier en tant qu'hypopnée, il faut que le débit d'air soit de 50 plus petit que la respiration normale et pendant un minimum de 10 secondes, encore une fois. Ce qu'on va voir aussi, qu'on va le calculer, c'est une baisse de 30 mais avec une désaturation. Donc là, on va vraiment le calculer comme si c'était quelque chose de dangereux, entre guillemets. C'est comme une paille, en fait. Moi, je le mets vraiment là, je l'imagine comme une paille. Ça passe, mais les conséquences sont aussi graves que si c'était complètement bloqué pour le corps. On va parler aussi de ronflement. Donc, le ronflement, c'est la vibration des tissus mous, particulièrement de la luette là, puis du palais mou, qui vont vraiment se mettre à vibrer avec le passage de l'air et qui vont cogner contre l'arrière de la gorge.
C'est pour ça que souvent, plus qu'on est un grand ronfleur, plus que des fois, il va y avoir de l'inflammation même qui peut se créer à force que il y ait une friction entre les différentes structures. Plus rarement, mais quand même, on va parler de RERA, qui est un Respiratory Effort Related Arousal. C'est quelque chose qu'on va voir surtout en laboratoire. C'est une limitation du débit d'air, un peu comme une hypopnée, mais il y a un effort respiratoire au niveau des muscles qui est très important. Puis c'est toujours associé d'un micro-éveil, puis même jusqu'à l'éveil complet. Le taux d'oxygène, étonnamment, ne changera pas, va toujours être très, très stable. Donc, c'est là qu'on va venir, c'est là que ça fait la différence entre une hypopnée et un RERA. On va voir aussi sur les rapports le rapport de Cheyne-Stokes. C'est un rythme respiratoire périodique et anormal, surtout en alternance avec les apnées centrales puis de l'hyperventilation. J'ai une petite image tantôt là, pour parler de ça, là, puis vous allez voir, ça va être plus facile à comprendre. Évidemment, on ne peut pas parler d'apnée sans parler du IAH, qui est l'indice d'apnée et d'hypopnée par heure. Par la suite, on va avoir aussi ce qu'on va appeler le IER, qui est l'indice d'événements respiratoires par heure. C'est un petit peu différent de l'indice d'apnée et d'hypopnée, que là, c'est vraiment ça. Puis le reste, les événements respiratoires, c'est un peu tout ça, en fait, qu'on vient mettre en un terme. Concrètement, quand on regarde la respiration, en fait, une respiration normale passe par tout ce qui est rouge foncé. Donc, les structures sont bien placées, le larynx est complètement ouvert et on voit le débit, comme je vous ai montré sur l'autre slide, là, qui montre que tout est ouvert et que là, c'est une respiration normale. Quand il commence à se bloquer un petit peu, ben là, on peut commencer à avoir un rétrécissement au niveau de la partie des voies respiratoires. Et cette vibration-là, on va la voir sur les débits. Puis là, on peut dire que c'est du ronflement. Si c'est encore pire, puis que là, la fluctuation est importante, on le voit vraiment une descente là, de presque 50 comparativement au début. Donc ça, c'est une hypopnée. Évidemment, si le blocage est complet, ben là, on a notre super flatline dans le débit d'air qui va entrer et sortir chez quelqu'un. Donc là, on va parler vraiment d'une apnée obstructive parce que là, souvent, les muscles vont essayer de rentrer l'air. Contrairement à notre apnée centrale, que les voies aériennes sont complètement ouvertes, mais la personne ne respire pas quand même. Donc, les muscles, ils ne travaillent pas, tout est arrêté, tout est sur le neutre. Donc là, c'est une apnée centrale. Donc, quand on parle des résultats, on va toujours vous parler en premier lieu de l'indice d'apnée. L'indice d'apnée peut passer entre, on va dire, de 0 à 5 pour quelqu'un de normal, de 5 à 15 pour un apnée qui est considéré léger, de 15 à 30 pour modéré et 30 et plus, on est du sévère et ça peut aller même dans le très sévère là, quand le taux d'oxygène descend très, très rapidement. On va toujours vous dire quel genre d'événement que vous avez. C'est-tu une apnée centrale, obstructive, c'est-tu des hypopnées? Donc ça, on va pouvoir le voir au niveau des rapports. On va être capable aussi de vous dire c'était dans quelle position. C'est-tu dans toutes les positions, juste sur le dos? Est-ce que c'était léger sur les côtés, mais très sévère quand vous êtes sur le dos? Donc, c'est quelque chose qu'on va vous dire également. On devrait toujours mentionner le taux d'oxygène pendant votre nuit. Est-ce que ça descendait de façon drastique ou c'était pas si pire? Est-ce que votre corps compense encore pour le fait que vous arrêtez de respirer ou pas? Évidemment, la fréquence cardiaque, parce que normalement, quand le taux d'oxygène descend dans le sang, la fréquence cardiaque monte parce qu'on se met en mode un petit peu panique. Le corps essaie de se défendre, il se fait attaquer. On va parler aussi du ronflement. Donc, est-ce qu'il y en avait, il n'y en avait pas? Si oui, c'était un petit ronronnement tout cute ou les murs shakaient? Donc, on devrait être capable de vous le mentionner.
Si vous avez fait le test en laboratoire, évidemment, on va pouvoir parler de la présence et la durée des phases de sommeil et de d'autres pathologies du sommeil qu'on ne parlera pas dans la présentation aujourd'hui, mais qui pourraient peut-être un jour être une capsule, qui sait. Euh, donc, on va être en mesure de vous dire vraiment qu'est-ce qui s'est passé. L'interprétation va toujours venir avec une espèce de gros tableau récapitulatif comme ça. Donc, on a évidemment le nom du patient, le sexe, tout ça, toutes les informations, c'est quand il a fait son test, son indice de masse corporelle, son poids. Donc, c'est toutes les informations qu'on veut avoir. Il va avoir le récapitulatif ici, là, en gros. Donc, sur cet exemple-là, j'ai pris quelqu'un qui avait un indice d'apnée, un indice respiratoire de 40, mais si on regarde son indice d'apnée, on était juste à 24. Euh, Ce patient-là avait beaucoup d'hypopnée aussi dans son test, puis ça, on peut le voir ici. Donc, on avait un petit peu plus d'hypopnée là, de façon, puis c'est pour ça qu'on arrivait à notre 40 là, événements respiratoires. Donc, lui, on est dans le rouge, ça va pas. Il fait de l'apnée de façon sévère, puis on voit que son taux d'oxygène a quand même baissé là, presque qu'à 84, là, donc c'était quelque chose qui était important. Dans le tableau à côté, on a toutes les positions. Est-ce qu'il y en avait de l'apnée ou il n'y en avait pas? Donc, on le voit là, dans la durée aussi dans chaque position. Donc, sa position préférée, c'était le côté gauche. Et on voit qu'il y en avait de l'apnée dans son côté aussi. C'était moins pire que lorsqu'il était sur le dos ou le ventre, mais on est vraiment capable de déterminer là, si, qu'est-ce qui se passe exactement dans votre corps. On voit ici tout le rapport d'oxygène. Donc, on a passé 30 de la nuit en bas de 90 d'oxygène, ce qui commence à être vraiment important. Habituellement, plus de 30 on commence à s'inquiéter, puis souvent, on va refaire une saturométrie nocturne après que le traitement ait débuté. On va voir aussi la fréquence cardiaque, donc il n'y a pas eu trop de fluctuations pour ce patient-là et évidemment le pourcentage de ronflement qui était quand même 62 de la nuit là, de ronflement. Donc, c'est quelque chose qu'on va être capable de dire aux patients qu'en plus de faire de l'apnée, ben, ils ronflent. Donc, pauvre madame. Donc, l'apnée et ses traitements. Donc, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs sortes d'apnée. La première, c'est l'apnée centrale du sommeil. En fait, l'apnée centrale, c'est un problème de communication qui va se faire entre les récepteurs qui contrôlent la respiration et le traitement de l'information par le tronc cérébral, dans le fond de notre cerveau. Souvent, quand on respire, le taux d'oxygène qui est dans et le taux de dioxyde de carbone qui va être dans le sang va aller agir sur certains récepteurs qui vont dire au cerveau, il faut respirer plus vite ou il faut respirer plus doucement, prendre les plus grandes respirations ou pas. C'est pour ça que souvent, quand on court, nos muscles sont actifs, le taux d'oxygène baisse, le taux de dioxyde augmente, donc on respire plus vite. Il faut faire rentrer l'air pour que les muscles soient actifs. Mais c'est la même chose aussi pour l'apnée normalement et pour tout ça. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui fait que le cerveau, il n'est pas capable de le traiter de façon adéquate ou assez rapide. C'est un syndrome qui est assez rare. La prévalence serait de 0,9 pour les adultes de 40 ans, mais augmente à 1 dès l'âge de 65 ans. Donc, plus qu'on vieillit, plus qu'il risque d'avoir des apnées centrales. En théorie, encore une fois, entre 0 et 5, on ne s'inquiète pas trop. Quand on commence à avoir des centrales un petit peu plus importantes, ben là, on va essayer de faire des tests pour savoir pourquoi. Et c'est aussi un syndrome qu'on va voir chez les enfants. C'est le syndrome d'Ondine qu'on appelle, qui est vraiment spécifique chez les enfants. Les causes possibles pour l'apnée centrale, la majorité d'entre elles vont être dues par d'autres pathologies telles que l'insuffisance cardiaque, les troubles de rythme cardiaque, des maladies évidemment neurologiques, certaines personnes qui vont avoir subi des AVC, l'insuffisance rénale, un mélange de tout ça pour certaines personnes. Ça peut être aussi vu avec certaines personnes
qui prennent des substances telles que les opioïdes comme la méthadone, l'hydrocodone, la morphine, tout ça. Ceux qui ont des douleurs chroniques, souvent ils prennent de la médication, puis ça ralentit le cerveau, donc il est moins rapide à prendre ses décisions, là, autant pour la respiration que pour l'achat d'une maison. La haute altitude aussi peuvent avoir un impact. Le fait que le taux d'oxygène est plus rare en haute altitude, ça peut jouer un petit peu sur les capteurs. C'est quand même rare, mais ça peut arriver. On a aussi l'appareil à pression positive qui peut amener à faire des apnées centrales. Donc toujours pour ça qu'on a des suivis, avec un traitement là, à pression positive. Dans certains cas, il y a un syndrome d'obésité-hypoventilation, donc les personnes qui sont en énorme prise de poids rapide, le cerveau n'a pas été capable de faire ces switches sur comment la respiration change du fait qu'on n'est plus capable de soulever les muscles de façon adéquate. Donc, des fois, ça peut créer un peu d'apnée centrale. Les autres pathologies, là, tout ce qui est neurologique, insuffisance cardiaque, souvent va amener à faire du chain stroke. Donc, on le voit, l'image ici, là. On voit que la personne se met à respirer très, 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 très vite et à peine là, si ça rentre. Puis après ça, oups, on fait une apnée centrale. Oups, le cerveau repart. Fait que là, on se met à respirer, puis on arrête encore. Puis c'est comme ça, c'est cyclique et c'est toute la nuit ou vraiment des sections de nuit qui vont être vues. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr que nous, pour nous, les inalos, ça fait un petit red flag qu'il y a quelque chose qui se passe là, avec cette personne-là quand elle dort. Évidemment, l'apnée centrale, ça prend une prise en charge par un pneumologue, là. On ne peut pas gérer ça de nous-mêmes dans la majorité du cas parce que la majorité vont être liées à d'autres pathologies, comme on disait avec l'insuffisance cardiaque ou neurologique, tout ça. Donc, ça prend un spécialiste là, avec nous là, pour être capable de gérer un petit peu tout ça. Le traitement principal, ça va être le traiter le facteur étiologique ou les facteurs aggravants. Donc, si il y a de l'insuffisance cardiaque, est-ce qu'on est capable de baisser un petit peu cette insuffisance-là? Est-ce que le cardiologue peut faire quelque chose pour améliorer le tout pour que l'apnée centrale soit moins pire? Évidemment, si les patients ont des douleurs chroniques et qu'ils prennent plein de médicaments, est-ce que ça peut être la morphine, est-ce qu'elle peut être baissée? Est-ce qu'on peut la changer pour une autre molécule? Donc, c'est toutes des choses qui vont être à voir avec les médecins. Fait qu'on ne peut pas traiter ça à la légère. On va aussi, pour ceux qui ont commencé à faire de l'apnée centrale uniquement quand on a commencé la ventilation, ben là, on peut regarder les modes de ventilation avec la pression positive. Souvent, on va le voir dans des personnes qui ont des appareils qui sont automatiques, donc qui varient leur poussée d'air. Fait que le cerveau pense quelquefois que c'est un respirateur artificiel, puis il ne sait plus comment gérer sa respiration. Donc, ça arrive dans certains cas. En les mettant en mode fixe, par exemple, souvent, ça stabilise un petit peu les apnées centrales. Si on voit que c'est encore très présent, tout ça, les pneumologues peuvent même parler d'un beeper, donc un B-level, une pression qui va vraiment changer à deux modes, qui va avoir le pic comme on connaît, mais qu'à toutes les fois que la personne inspire, la machine va repousser une autre pression pour essayer de garder justement une certaine ventilation là, qui est des poumons, tout ça, pour que le cerveau il comprenne que non, non, il faut fonctionner, là. Dans certains cas, qui ont l'apnée centrale seulement lorsqu'ils sont en haute altitude, il y a certains médicaments qui commencent là, à être sur le marché. Là, on parle entre autres de l'acétazolamide, mais ça, il faut demander au médecin. Là, c'est pas, on ne peut pas prendre la décision de prendre ce médicament-là. C'est vraiment eux qui vont déterminer avec le reste de votre médication, est-ce que c'est possible ou pas. Ou est-ce qu'on va mettre la ventilation en fixe ou on va avoir un bipère pour les temps que vous êtes en haute altitude ou allez-y pas complètement. Donc là, ça va être vraiment quelque chose qui va être discuté avec le pneumologue. Pour les cas de prise de poids là, très, très, très rapide, ben, c'est sûr qu'une prise en charge de diététique puis d'hygiène, là, plus d'exercice, tout ça, ça va aider là, pour ceux qui avaient ce syndrome-là là, d'hypoventilation. On ne le dira jamais assez pour l'apnée centrale, ça prend une vérification des données
de l'appareil pour être sûr que les apnées sont contrôlées ou stabilisées, ou si ça revient, ou vraiment être sûr on est capable de réagir assez rapidement. Par la suite, l'apnée obstructive du sommeil, donc ce qui nous concerne un petit peu plus ici. On l'a vu, c'est un relâchement musculaire au niveau de la gorge. Je précise de la gorge. Donc, on dit que 5 de la population souffrira d'apnée du sommeil, au moins de forme légère. Ça peut se développer vraiment là, peu importe la position de sommeil, le sexe, l'âge, le poids, ça peut se développer un peu n'importe quand. Les femmes vont faire un peu moins d'apnée que les hommes, mais ça, c'est surtout avant la ménopause. Dès que la ménopause est présente, les changements d'hormones, les changements des tissus vont faire que ben là, on devient égal à l'homme. Donc, on a autant de femmes que d'hommes qui vont faire de l'apnée du sommeil. Les causes et les facteurs aggravants, donc la majorité sont morphologiques. Mais il peut y avoir le menton, la mâchoire qui est reculée ou fuyant qui va empêcher un petit peu, qui va faire que la bouche est un petit peu plus petite, donc l'entrée d'air est un peu moins importante. On va avoir les coulages. Plus qu'on a un coulage, plus que, il y a des muscles au niveau du cou, plus que quand ça se relâche, ça vient relâcher à la mauvaise place. Évidemment, un visage étroit, encore une fois, pour le fait que tout ce qui va être larynx, pharynx va tout être plus étroit également, donc le pharynx également. Le voile du palais, si votre voile est trop long, ça pourrait venir obstruer un petit peu, là, ça pourrait aller jusqu'à la gorge puis venir bloquer là, la place. Évidemment, si vous avez une grosse langue, donc celle-ci va avoir une tendance à reculer. On le voit sur l'image ici, là, la langue qui est toute ici. Donc, on voit qu'elle vient vraiment bloquer le passage de l'air. Si vous les avez encore, les adénoïdes, les amygdales, s'ils sont là ou très présentes, très grosses, ça va venir encore une fois là, bloquer le passage là, qui est plus bas. Une obstruction ou déviation nasale, ça peut accentuer, mais ce n'est pas nécessairement lui qui va faire qu'on va faire de l'apnée obstructive, vu que, comme je disais tantôt, l'apnée obstructive, ça passe ni par le nez, ni par la gorge. Habituellement, quand le nez se bloque, quand on est malade, on ouvre la bouche, puis on est capable de continuer à respirer. Mais souvent, ceux qui ont une grosse obstruction, des grosses structures au niveau du nez, qui s'affaisse, ben oui, ça peut venir, ça peut amener à faire que le flux passe plus là, dans la gorge. Les allergies, un peu la même chose. Plus qu'on est d'allergie, plus que ça va créer du mucus au niveau du nez. Puis des fois, ça va venir couler dans l'arrière-gorge. Un peu à la même chose que le tabac, ça va venir irriter les structures, ce qui peut commencer à gonfler un petit peu et bloquer un peu plus le passage de l'air. La consommation d'alcool ou de médicaments, donc ceux qui prennent beaucoup de sédatifs, l'alcool qui va faire qu'on va relâcher les muscles, vont faire que le passage, encore une fois, va être un petit peu plus bloqué. Évidemment, les antécédents familiaux. Donc, si maman, papa en fait, bien, probablement que les enfants vont en faire aussi. Vous êtes fait à partir d'un certain moule. Fait que souvent, il y a un côté héréditaire aussi avec l'apnée du sommeil. Le surplus de poids va accentuer. C'est pas lui nécessairement qui va le créer. Euh, donc, on va calculer le surplus de poids avec le IMC. On va regarder le poids en kilos divisé par la grandeur au carré en mètres et ça va nous donner un chiffre qui va aller sur la charte. Donc, on a maigreur, normal, surpoids, obésité et obésité sévère. L'augmentation du poids va augmenter le risque là, de faire de l'apnée du sommeil. Il y a une petite chose aussi que je n'ai pas mentionnée avec la consommation de l'alcool, les médicaments. Ceux qui ont un appareil CPAP,
ça se peut que si vous vous faites opérer, l'anesthésiste vous demande si votre traitement est adéquat ou pas, est-ce que ça fonctionne ou pas. Ils peuvent même demander jusqu'à des rapports papier pour démontrer que vous portez votre machine et que celle-ci fait son travail. Parce qu'une chirurgie les médicaments qu'ils vont vous donner pour la chirurgie peuvent rester dans le sang jusqu'à 2 semaines après l'opération et ça va augmenter l'apnée du sommeil, assurément du fait que vous allez être plus relâché. Donc, si vous faites de l'apnée, que c'est mal contrôlé, ça pourrait avoir des conséquences post-opératoires qui pourraient être assez importantes. L'apnée obstructive du sommeil, il y a plusieurs traitements possibles. Donc, le premier, c'est le coussin positionnel. Donc, si on voit que vous faites de l'apnée uniquement sur le dos, bien, à ce moment-là, on peut prendre un espèce de... Bon, ça, c'est le sleep noodle, là, mais ça peut être un petit coussin là, qui va vous faire que quand vous allez tomber sur le dos, ben, ça va être inconfortable, puis vous allez tomber sur les côtés, vous allez vous retourner sur les côtés. C'est pas non plus pour tout le monde. Ceux qui ont des problèmes au niveau des hernies discales ou des problèmes au niveau des cervicales, souvent, c'est quelque chose qui va être non recommandé parce que justement, si vous tombez sur le dos puis que là, vous avez déjà une problématique au dos puis que là, on vient mettre une pression là-dessus, ça pourrait empirer le- la problématique que vous avez. Fait que c'est pas nécessairement une bonne idée à ce moment-là. Il y a les artères d'avancement mandibulaire. Je sais qu'il y a eu une conférence faite avec l'association pulmonaire avec un dentiste là, qui parlait beaucoup de l'avancement, tout ça. Fait que si vous êtes intéressé, allez la revoir. Je pense que c'est lui qui a plus d'informations que moi sur ça. Mais ça reste que c'est un traitement qu'on peut suggérer, surtout pour les cas légers à modérés. Évidemment, il y a des chirurgies qui se font. La maxillofaciale, donc si c'est vraiment un problème au niveau du menton, de la mâchoire, on peut venir ouvrir un petit peu le menton, tout ça, là, avec certaines chirurgies pour essayer de replacer la mâchoire et donc, de facto, replacer les structures qui viennent normalement reculer quand on est relâché. On peut avoir aussi certaines chirurgies ORL, donc est-ce que si le palais mou était trop long ou trop vraiment la problématique, mais on peut l'enlever, les amygdales, tout ça. Fait qu'il y a certaines chirurgies qui peuvent se faire et on n'y passera pas. Il y a l'appareil à pression positive aussi là, qui est très présente là, pour l'apnée obstructive du sommeil. Avec tout ça, on prend quel traitement? Ça devient un petit peu un casse-tête là, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devrait prendre. Évidemment, la majorité des pneumologues, ce qu'ils vont regarder, c'est la gravité de l'indice d'apnée. Plus que vous avez un apnée qui est élevé, souvent les alternatives de traitement ne sont pas assez efficaces ou vont faire un job partiel. Donc, souvent, dès que vous êtes un indice d'apnée modéré à sévère, ben, ils vont suggérer vraiment le CPAP là, de facto. Évidemment, comme je disais, la position pour savoir est-ce qu'il y a une position dans laquelle vous en faisiez plus pour changer. Je vous dirais, fiez-vous aussi avec l'avis médical parce que si votre ORL dit que tout est beau, que la chirurgie, c'est pas une bonne idée pour vous, que votre dentiste vous dit que c'est impossible de faire une prothèse d'avancement médical, un avancement mandibulaire, bien, c'est sûr que son avis, il tient pas ça de n'importe où, là. Fait que, il faut en prendre en considération lorsque vous choisissez un traitement. Il faut faire attention aussi à votre métier. Si vous êtes pilote d'avion, chauffeur d'autobus, chauffeur de camion, vous avez des classes spéciales pour avoir votre permis. Puis certaines compagnies vont même demander des rapports, des spot checks pour savoir est-ce que vous portez votre machine, oui ou non. Il y a des pilotes qui se sont fait couper les ailes parce qu'ils n'étaient pas capables de démontrer que oui, ils étaient traités, donc il n'y avait aucun risque de somnolence en plein vol. C'est normalement obligatoire là, pour certains métiers là, de le dire que vous faites de l'apnée du sommeil. Donc, ça va venir prendre en considération parce que la prothèse d'avancement mandibulaire, c'est impossible de démontrer que oui, vous la portez à toutes les nuits ou pas. Puis, est-ce que ça traite bien votre
votre apnée ou pas. Donc ça, c'est important de le savoir quand que vous faites certains métiers. Les ronflements et les hypopnées, les traitements possibles, c'est un peu la même chose que l'apnée obstructive du sommeil, même si c'est un blocage qui est partiel. On l'a vu tout à l'heure, là, donc le ronflement qui était une vibration, puis les hypopnées que le passage était vraiment diminué là, de 50 Je vous dirais que c'est vraiment la même chose. Il y a certaines nouveautés là, qui commencent. On a certains orthophonistes qui commencent à faire des thérapies myofonctionnelles qui vont vous faire travailler avec les muscles de la gorge, de la mâchoire, de la langue, tout ça, pour essayer de garder un certain tonus. Il y a même des kinésithérapies aussi là, spécialisées en neuromaxillofacial et en pathologie respiratoire qui vont eux aussi vous suggérer certains exercices là, pour vraiment tonifier les muscles. Là. Puis même quand vous dormez, que le tonus ne revient pas à 100 que le relâchement ne se fasse pas à 100 Il y a aussi des chirurgies, le uvulopalatoparyngoplastie, que j'aime mieux dire le UPP parce que clairement c'est plus facile. En fait, le UPPP enlève la luette, les amygdales, les tissus mous du palais, l'arrière-gorge. Ils peuvent même faire en conjoint un avancement de la langue en tirant certains tendons. Ça fait vraiment comme une grosse chirurgie là, au niveau de la bouche. Ça ne marche pas tout le temps. Souvent, les ronflements, ça va être correct, mais pas les hypopnées. Donc, à suivre pour si ça va améliorer ou pas votre cas. Il y a aussi les chirurgies de réduction des tissus par radiofréquence, le RFVTR, qui se fait dans certaines chirurgies. C'est très mitigé encore là au niveau des données qu'on a là, pour la réduction. Souvent, c'est des choses qu'il faut recommencer, puis recommencer, puis recommencer parce que les tissus reprennent leur place là, de façon générale. Fait que c'est pas quelque chose qui peut durer très longtemps. Les hautes résistances des voies aériennes du sommeil, donc les HRVAS, je vais en parler, même si on ne dit pas que c'est de l'apnée obstructive, et je mets bien les guillemets là-dessus, parce que c'est une pathologie du sommeil qui ressemble au syndrome d'apnée du sommeil. Au niveau des symptômes, tout ça, là, ça va y ressembler là, comme deux gouttes d'eau. Cependant, les hautes résistances, c'est vraiment morphologique. C'est comment vous êtes fait à l'intérieur. On va faire les tests en laboratoire et on va voir beaucoup de les RERA, comme on parlait tout à l'heure, là, donc des efforts respiratoires qui est vraiment important, qui va réveiller la personne. Là. Donc, ça se diagnostique seulement en laboratoire et c'est rare que ces gens-là vont avoir un contexte d'obésité. Donc, souvent, c'est des petits cure-dents, donc des personnes très filiformes. Il va y avoir peu ou pas de ronflement. Euh, les patients qui sont atteints de HRVAS, ils vont surtout dire que, ben, eux autres, il n'y a pas de suffocation, là, comme on entend chez les personnes qui font de l'apnée, qui se réveillent, puis ça avait besoin de rentrer. Il y a moins de ça, il y a moins de plaintes des patients pour ça. Donc, en laboratoire, vu le G, on va être vraiment capable de voir les stades là, changer là, avec l'effort important du patient. Puis même, il y a des gens qui vont se réveiller complètement. Les symptômes des hautes résistances des voies aériennes du sommeil, un peu comme l'apnée, je vous disais, la fatigue, la somnolence, les réveils multiples, mais souvent les gens vont dire: Ah, ben moi, je fais de l'insomnie. Moi, je me réveille très souvent la nuit, je suis pas capable de me rendormir, je souffre d'insomnie. Mais des fois, c'est pas vraiment une insomnie, c'est un effort respiratoire qui a été tellement important que la personne s'est réveillée, puis qu'un coup qui est réveillée, elle n'est plus capable de se rendormir. C'est des gens qui vont avoir aussi beaucoup de maux de tête matinale, comme l'apnée du sommeil et des signes de dépression. Le traitement, il y en a juste un, l'appareil à pression positive. Donc, on peut pas, il n'y a pas de chirurgie pour ça. C'est vraiment comment vous êtes fait à l'intérieur, puis peu importe ce qu'on va essayer, ça va être le traitement par CPAP qui va être le plus salutaire pour vous.
Donc, voici le topo des apnées qu'on pouvait voir sur les tests. Donc, on va pouvoir passer à mais c'est bien beau, mais pour combien de temps? Euh, Comme je mentionnais avec les hautes résistances des voies aériennes supérieures, celui-ci, c'est à vie. L'apnée centrale, souvent, c'est quelque chose que, vu qu'il y a une autre pathologie, c'est quelque chose qui va être vraiment difficile à se débarrasser, à moins que ce soit, comme je disais, avec les hautes altitudes et tout ça. L'apnée obstructive, les ronflements, les hypopnées, c'est très variable. Euh, L'apnée, habituellement, plus qu'on vieillit, plus que l'apnée est présente. Puis il y a un relâchement musculaire qui est plus présent. C'est assez commun de voir que quelqu'un va faire un test, tombe léger, 10 ans plus tard, refait un test et boum, il fait de l'apnée de façon modérée à sévère. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va s'aggraver. Euh, c'est pas vrai non plus que les gens, parce qu'ils sont apnés du sommeil de façon léger, qu'ils vont avoir besoin, ils n'ont pas besoin de traitement comparativement à quelqu'un qui est sévère. Ça dépend de comment votre cycle de sommeil est fait et de comment votre cerveau réagit à ça aussi. Il y a des gens qui dorment 5 heures de sommeil puis sont prêts à faire leur journée. Moi, si j'ai pas mon 8 heures, ça marche pas. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne. La nécessité de sommeil peut changer. Fait qu'il y a des gens qui vont être très, très, très symptomatiques puis avoir presque pas d'apnée ou d'hypopnée. Puis, il y en a d'autres que ça va être complètement l'inverse. Donc, même si on fait, je vous dirais là, le meilleur test là-dessus pour savoir si votre traitement vous convient, c'est vos symptômes de base. Est-ce que vos symptômes sont revenus? Si oui, puis que vous avez par exemple une prothèse d'avancement mandibulaire, mais peut-être qu'elle ne fait plus son travail. Donc, il faut peut-être le réajuster le CPAP, réajuster le traitement. Mais habituellement, c'est vraiment quelque chose qui va s'aggraver. C'est sûr que si vous êtes en surpoids, que vous perdez votre poids, ben oui, les facteurs aggravants vont diminuer. Fait que ça se peut que vous soyez capable de vous débarrasser de votre traitement. Mais il faut vraiment refaire un test pour voir si, oui ou non, vous faites encore de l'apnée du sommeil ou des hypopnées. Je vous ai sorti un besoin ventilatoire, en fait, là, que j'ai pris d'un patient. Avec accord, bien sûr. Donc, on voit là, ici, ce patient-là, il y a une pression autopilotée entre 5 et 15. Donc, on a nos petites lignes pointillées qui nous disent les pressions que la machine a besoin de donner. Et on voit que la personne, bon, son traitement a commencé, puis oups, a commencé à s'endormir. Puis là, on voit que la pression est quand même élevée là, pendant la durée de la nuit. Si je regarde les pressions, bien, on voit que la pression est autour de 10 là, de façon générale. Fait que cette personne-là, si j'y enlève son traitement, probablement qu'elle va me dire que ses symptômes reviennent parce qu'on le voit on voit que la pression est là parce qu'il y a quelque chose. Puis même dans mes graphiques, on est capable de voir que même la machine, elle en a laissé passer des apnées ici. La pression, elle montait, puis elle en a laissé passer un petit 10 secondes là, parce qu'elle n'a pas eu le temps de monter jusqu'à la pression qu'on avait besoin. Donc, des fois, avec les appareils CPAP, là, on est vraiment capable de déterminer la pression puis de voir est-ce que vous en avez besoin ou pas. Mais si vous voulez être sûr de savoir, faites-vous encore de l'apnée, je vous conseillerais de refaire le test pour être sûr que vous en faites plus puis que vous pouvez vous débarrasser de votre machine ou de votre traitement.